La seule chose qui ne change jamais, c'est le passage inexorable du temps. On a l'impression que 2024 c'était hier. Tu étais plus jeune, j'étais plus jeune. Le monde était différent, mais cette chaîne, elle, ne l'était pas. Nous étions ici à vous raconter les meilleures histoires sur les plus grands méga projets de l'époque. De rien, vraiment. Mais voilà, certains de ces projets ont un peu évolué depuis la dernière fois qu'on les a regardés. Nous sommes passés de plans en salle de réunion à des essais en cours, de rendus conceptuels à des prototypes réalisés, et de gros problèmes à, des problèmes encore plus grands. Alors venez avec nous aujourd'hui, car nous allons faire un petit voyage dans le passé pour vous donner des nouvelles sur l'avancement de ces différents projets, ici, en ce milieu d'année 2026. Alors comment s'en sortent-ils ? Laissez-moi vous dire que vous ne croirez pas les progrès réalisés par certains d'entre eux. Le porte-avions Fujian. Donc en 2024, nous avons parlé du mystérieusement nommé Fujian Type 003, le tout nouveau porte-avions rutilant de Pékin. Ceci a constitué un tournant pour la marine chinoise avec le navire de guerre le plus avancé jamais construit par Pékin. C'est un super porte-avions indigène avec des catapultes électromagnétiques remplaçant le tremplin, facilitant l'exploitation d'avions plus lourds, avec plus de carburant et d'armement en mer. Le mastodonte de 80 000 tonnes moins imposant et moins avancé que l'USS Gerald R. Ford constitue néanmoins un grand progrès pour la marine chinoise et une menace réelle en haute mer. Regardez les deux autres porte-avions chinois, le Liaoning et le Shandong. Et maintenant, regardez le Fujian. Oubliez tout ce que Mao faisait dans les années 60, c'est un grand bond en avant. Alors, comment le Fujian a-t-il évolué depuis ? Eh bien, il est officiellement devenu le 3e porte-avions opérationnel de la Chine et il a été continuellement mis à l'épreuve par la marine de l'armée populaire de libération. Oui, c'est ainsi que les Chinois appellent leur marine. Je dois toujours le rappeler car c'est assez étrange, mais le vrai problème est ailleurs. Construire et lancer un porte-avions, c'est facile, même la Russie l'a fait. Mais construire l'infrastructure et la culture autour d'un groupe aéronaval demande un peu plus que de simplement casser une bouteille de champagne sur sa proue et de la lancer en mer. Il faut apprendre à utiliser cet engin, et c'est sur ce point que la marine chinoise travaille depuis la dernière fois que vous avez vu le Fujian. Elle a maintenant franchi plusieurs étapes publiques importantes. Après plusieurs essais en mer et le lancement d'avions, il a été mis en service fin 2025, mais il ne sera pleinement opérationnel qu'après un certain temps. Parce que maintenant, la Chine doit s'attaquer à tout un tas de choses différentes. Elle doit rassembler un navire, une escadre aérienne, des escortes, une doctrine et une logistique pour former une capacité porte-avions opérationnelle intégrée à ses forces navales. Mais cela avance. Fin 2025, des images des médias d'État chinois et des rapports montraient tant des progrès dans le lancement d'avions avec leurs catapultes embarquées. Ces avions comprenaient le J-15T, le J-35 et le Kj-6 qui sont des appareils redoutables à affronter dans tout conflit potentiel. Cela montrait que la Chine dispose désormais d'un porte-avions qui, en cas de guerre à ses portes, lui permettra de projeter ses meilleurs appareils plus loin. C'est bien plus qu'une simple piste d'atterrissage flottante. Il semble que la Chine ait réellement l'intention d'utiliser cela à un moment donné. Après tout, il s'appelle le Fujian, qui se trouve justement être la province continentale la plus proche de Taïwan, ce qui n'est probablement pas une coïncidence. Le sous-texte politique reste impossible à ignorer. Cela s'inscrit dans l'histoire de la possible guerre avec les États-Unis à propos de Taïwan, que tous redoutent sans savoir quand elle pourrait éclater. Avec une portée de 8 à 10 000 milles nautiques, il peut atteindre le Pacifique occidental au-delà de la première chaîne d'îles et viser des cibles américaines dans la région. Cela envoie le message qu'en temps de guerre, la RPC ne va pas simplement rester les bras croisés et attendre que les Américains arrivent fusil à la main. Non, elle prévoit de porter le combat chez eux, et cela sera quelque chose que les États-Unis devront anticiper. Cependant, les analystes rappellent qu'un seul porte-avions chinois ne suffira pas à dissuader les Américains. Après tout, réunir les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est-à-dire Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon et General Dynamics, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est ce que le département de la guerre fait de mieux. La Chine n'est pas vraiment prête à se mesurer à l'oncle Sam et à en sortir victorieuse. La marine américaine est incroyablement grande. Si grande qu'elle représente la 2e force aérienne mondiale. Et le Fujian n'est pas parfait. Pour commencer, il n'y en a qu'un seul. 3 si vous comptez Tweedledee et Tweedledum avec les tremplins là-bas. Et il y a 20 porte-avions américains actifs avec d'autres en préparation. La Chine a encore du chemin à faire à ce niveau-là, disons. À noter, malgré sa grande autonomie, le Fujian à propulsion conventionnelle ne pourra pas projeter la puissance chinoise aussi loin. Les porte-avions américains à propulsion nucléaire ne rentrent au port que pour la rotation des équipages, et la maintenance pouvant donc le distancer très largement.
Les États-Unis gardent un net avantage en expérience, maturité, préparation au combat sur les porte-avions, ainsi qu'en nombre de bases et profondeur des forces. Le Fujian marque un progrès pour la flotte de porte-avions chinoise, illustrant un plan pour l'avenir et une volonté affirmée. D'autres porte-avions chinois sont en préparation, dont le mystérieux type 004, encore largement dans l'ombre pour l'instant, et qui serait à propulsion nucléaire. Les indicateurs montrent que la Chine n'égale pas encore les États-Unis, mais sa trajectoire laisse penser qu'elle pourrait y parvenir. Ces choses prenant du temps, les États-Unis disposent encore de temps pour se préparer à un possible affrontement avec Pékin. Le Fujian effectuera probablement des opérations plus régulières, la doctrine des porte-avions chinois évoluant toujours. Il continuera de s'intégrer à la flotte chinoise, d'opérer avec des navires d'escorte et de ravitaillement, et participera à des exercices à 2 porte-avions ou de groupes aéronavals, ainsi qu'à des manœuvres militaires. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre et voir ce que cela donne réellement en combat. On lui donne 8 sur 10, gros bateau, bateau très gros et impressionnant. Le corridor interocéanique du Mexique. Tu te rappelles quand le Mexique a vu le canal de Panama et s'est dit « ça ne doit pas être si dur ». Eh bien c'est dur, Mexique. Et nous avons parlé de ce projet franchement insensé en 2024, où le Mexique prévoyait d'utiliser l'isthme de Tehuantepec, la partie la plus étroite de la queue du Mexique, comme alternative terrestre au canal de Panama. En théorie, cela utiliserait des chemins de fer et un pont terrestre pour déplacer d'énormes quantités de marchandises de l'Atlantique au Pacifique, tout en créant une zone industrielle autour et un réseau ferroviaire pour passagers à côté. Comme nous l'avons dit, à quel point cela peut-il être difficile ? Le corridor est désormais décrit comme un projet d'environ 300 milliards de pesos. Cela représente environ 17 milliards de dollars américains, en incluant le chemin de fer, les ports, routes, parcs industriels et l'infrastructure logistique nécessaire pour en faire plus qu'un simple train coûteux entre 2 mers. Mais au milieu de l'année 2026, le corridor est probablement mieux décrit comme seulement partiellement opérationnel. Il est inachevé, sans véritable date fixée pour son achèvement. Vous pouvez installer les chemins de fer, mais si les gens ne veulent pas vraiment les utiliser et que l'infrastructure autour n'est pas là, alors cela ne deviendra pas un bastion du commerce mondial. Bonne nouvelle, la logistique commence à être adoptée. En mars 2025, les rapports publics ont enregistré un mouvement pilote d'environ 900 véhicules Hyundai arrivant à Salina Cruz, envoyés par rail à travers l'isthme jusqu'à Coatzacoalcos, puis rechargés à destination de la côte est des États-Unis. C'est une preuve de concept qui fonctionne. Les avantages pour le Mexique, si son plein potentiel est réalisé, sont évidents. Prospérité économique, infrastructures utiles et poids accru dans le commerce mondial. Les entreprises borgafitiques pourraient profiter de la rapidité du fret passant d'un océan à l'autre sans attendre au goulet d'étranglement du canal de Panama. Elle offre une véritable alternative pour les entreprises prêtes à prendre un risque et à tenter l'expérience. Il est même prévu d'y avoir une ligne de passagers. En novembre 2025, la première section passager du chemin de fer, la ligne K, a été ouverte entre Iztapalapa et Toluca. Le tronçon situé plus au sud sera achevé cette année si les délais sont tenus. Cela devrait aussi, en théorie, relier les Mexicains ordinaires à un corridor économique rempli d'affaires, d'entrepreneuriat et d'opportunités pouvant s'étendre au reste du pays. Mais tout n'est pas idéal. Après tout, c'est le Mexique. Fin décembre 2025, l'un des trains du corridor interocéanique déraille près de la ville d'Oaxaca, tuant 14 personnes et en blessant 98 apparemment, parce qu'il a pris un virage trop rapidement. Le coût total est inconnu, mais au printemps 2026, plus de 100 victimes avaient déjà signé des accords d'indemnisation avec l'exploitant. Il semble que le gouvernement mexicain appelle à une plus grande responsabilité et crédibilité comme pierre angulaire du projet de corridor. Et cela a du sens. Si vous essayez de promouvoir cette alternative terrestre au canal de Panama comme étant utile et pratique pour le reste du monde, il est préférable de garantir que les trains transportant leurs biens précieux ne se renverseront pas comme un enfant ivre en patin à roulettes. Son prochain objectif est d'obtenir une reprise certifiée après la révision et de remettre les choses sur les rails. Mais ce n'est pas aussi simple, car le corridor doit encore relever de nombreux défis. D'abord, c'est le Mexique, ce qui signifie que les cartels sont toujours présents, que vous le vouliez ou non, et vous ne le voulez probablement pas. Des rapports de fin 2025 ont associé l'importance économique du corridor à l'intérêt régional grandissant, aussi bien des groupes criminels que du gouvernement envoyant des forces fédérales. Un centre logistique comme celui-ci est une aubaine pour les cartels cherchant à faire passer des stupéfiants. L'État doit donc garantir la sécurité et la fiabilité du corridor, car si les cartels interceptent votre colis Amazon, vous ne le reverrez pas. Cela montre l'importance du corridor pour la sécurité du Mexique, car ses opérations et son contrôle relèvent actuellement du secrétariat de la Marine du Mexique.
Des groupes autochtones et environnementaux s'opposent au parc industriel et à l'utilisation des terres du corridor. Une partie de ces terres est ancestrale pour les peuples autochtones, tandis que les groupes environnementaux dénoncent la pollution et la destruction des habitats causés par sa construction. À Puerto Madero, un tribunal fédéral aurait dû stopper la construction d'un parc industriel sur le corridor après des inquiétudes sur des irrégularités foncières. Des groupes de la société civile ont aussi signalé des intimidations, agressions et violations de droits liées à la zone du projet. Il y a beaucoup d'argent à gagner en étant l'une des entreprises présentes dès le début ici. Suffisamment pour que la corruption et la falsification des comptes deviennent une préoccupation sérieuse lorsque les entreprises cherchent à prendre l'avantage. Les cartels sont une chose, mais le Mexique doit aussi se méfier des hommes d'affaires sans scrupules prêts à tout pour étendre leurs empires. La prochaine étape majeure du corridor interocéanique concerne surtout la consolidation, plutôt que les inaugurations ou défilés festifs. Les entreprises poursuivent leur implantation le long du corridor, l'expansion des lignes ferroviaires passagers et des sociétés étrangères cherchent à utiliser cette route alternative. La sécheresse oblige parfois le canal de Panama à fonctionner sous sa capacité normale. Et si cette tendance se poursuit ou s'aggrave, le corridor du Mexique sera là pour prendre le relais. Espérons que les sicarios ne mettront pas la main dessus en premier. On va donner à celui-ci un 5 sur 10. Ça ne pourra pas être plus tant qu'ils n'auront pas réglé ce problème de déraillement. Sur ma chaîne, je parle des technologies innovantes, mais chaque innovation comporte des risques. Il y a toujours une chance que cela n'aboutisse pas et que les investisseurs puissent perdre leur argent. Quand il s'agit de mon argent, je veux minimiser les risques sans renoncer à de bons rendements. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous parler d'une plateforme d'investissement appelée Mintos. Mais d'abord, démystifions 2 idées reçues courantes sur l'investissement. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne, mais elles sont volatiles. L'indice américain S&P 500 subit de fortes baisses chaque année et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à commettre des erreurs coûteuses. Mythe numéro 2, les actifs à revenus fixes sont compliqués et pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus facile que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Puisque faire fructifier votre argent est simple, investissez dès aujourd'hui avec Mintos. La dernière fois qu'on en a entendu parler, le tout nouvel hôpital pour enfants d'Irlande devait ouvrir ses portes dans le centre-ville de Dublin et inaugurer une nouvelle ère de bonne santé pour les enfants irlandais. N'est-ce pas ? Eh bien non, tout ça a été un véritable désastre, avec des retards, des budgets complètement gonflés et une démonstration de jusqu'où le coût d'un seul hôpital pouvait grimper. Attention spoiler, c'est vraiment sacrément cher, à hauteur de plus de 2,5 milliards d'euros. Cela représente 530 € pour chaque Irlandais. Gardez à l'esprit que l'hôpital était censé coûter environ 650 millions d'euros à l'origine, et on se demande alors comment il est possible qu'un hôpital dépasse son budget de presque 4 fois et ne soit toujours pas ouvert. Eh bien, c'est ce qui arrive quand on dépense la somme ahurissante de 336 000 € pour un seul abri à Vélos. Il était censé y avoir plus qu'un simple hôpital sur le site, y compris un laboratoire de recherche, des logements pour les familles et même des services spécialisés. Mais toutes ces additions rendent le projet difficile à réaliser. D'une certaine manière, l'hôpital est devenu synonyme de casse-tête politique en Irlande. Et oui, comme nous l'avons dit, il n'est même pas encore ouvert. Comme mentionné en introduction, les avancées sur certains projets suivis depuis 2024 sont impressionnantes, notamment pour celui-ci. Nous sommes surtout stupéfaits par le manque total de progrès. Une étape majeure a été manquée fin avril 2026, alors que le projet devait être presque fini, déjà en retard sur une précédente échéance elle-même, issue d'un autre report. Ce projet est physiquement incapable de respecter les délais et le budget.
Si ça continue comme ça, on devra le qualifier de giga-projet saoudien honorifique. Children's Health Ireland, l'organisme gouvernemental qui gérera l'hôpital, a indiqué qu'il faudrait au moins 7 mois après l'achèvement pour mettre le bâtiment en service, installer l'équipement, former le personnel et préparer le déménagement. Au printemps 2026, des preuves ont montré qu'il y avait plus de 12 000 défauts à corriger dans tout l'hôpital et qu'au moins 15 sols de salles d'opération devaient être entièrement remplacés. Des fuites majeures et des problèmes de nettoyage des conduits sont inacceptables dans un nouvel hôpital pour enfants. Les ministres protestent aussi contre l'idée que les chambres proposées n'étaient pas prêtes pour accueillir des enfants malades. Ce sont après tout de méga-projets. Nous pouvons tolérer les promesses excessives, les résultats insuffisants, les dépassements de budget ou les retards. Pris seuls, ces problèmes ne vaudraient sans doute pas la peine d'être signalés. Mais ce qui est vraiment stupéfiant, c'est le niveau d'incompétence affiché ici. Il ne s'agit pas seulement de promesses excessives, de résultats insuffisants, de retards et de dépassements de budget majeurs. L'hôpital n'est même pas construit correctement pour remplir sa fonction une fois terminée. Les salles doivent encore être aménagées, le matériel n'est pas installé, le personnel n'est pas embauché, aucune formation n'est en cours. Le transfert de tous les enfants malades à l'hôpital depuis d'autres établissements n'a plus de date limite. Ce n'est pas un centre commercial où l'on peut bricoler des solutions temporaires douteuses pendant que tout s'arrange. Non, c'est un hôpital pédiatrique hautement complexe. Milan, la société qui prend tout son temps pour construire l'hôpital, n'a même pas été capable de donner une date précise de remise des clés pour l'achèvement réel de l'hôpital. Rien ne pourra avancer avant ce moment-là, et ce n'est pas si simple. Une fois tout terminé, comme mentionné. Oui, il faut 7 mois pour rendre l'hôpital opérationnel au départ, mais il y a aussi le problème du transfert de nombreux enfants gravement malades pour qu'ils reçoivent les soins qu'ils méritent. Et pourtant, chaque retard continue de repousser l'ouverture et l'accès aux soins de ces enfants encore plus loin. On peut comprendre qu'on veuille jouer la sécurité, mais ce n'est pas le cas ici. C'est une incompétence inutile qui retarde quelque chose d'important pour le bien public, et cela a un coût énorme pour la collectivité. Déplacer ces enfants n'est pas une mince affaire non plus. Environ 150 des enfants les plus gravement malades que vous puissiez imaginer devront être transportés en toute sécurité de leurs établissements médicaux actuels vers le nouvel hôpital, si jamais il ouvre un jour, ce qui implique d'autres délais compliqués. En hiver, déplacer les enfants est impossible à cause des risques de santé graves, ce qui rend l'objectif de l'hôpital inutile. Une ouverture par phase peut nuire gravement, car il est difficile de gérer un hôpital en construction, mettant les patients en danger. Certains critiques signalent qu'il y aura encore moins de lits que prévu, ce qui, avec l'explosion des coûts, pose problème. Au final, même si l'hôpital est un établissement complexe, ce projet ne justifie pas autant de retard ni de dépenses. Le gouvernement irlandais essaie tout de même de comprendre pourquoi cela s'est produit. De nombreuses enquêtes sur la construction de l'hôpital ont eu lieu à tous les niveaux, chacun rejetant la responsabilité, entrepreneurs, équipes de gestion, concepteurs et même le gouvernement irlandais qui a lancé le projet. Étant donné qu'il était censé ouvrir initialement en 2022, une date minimale de 2027 n'est tout simplement pas suffisante compte tenu de l'argent dépensé. La prochaine étape pour l'hôpital est simple. Il faut ouvrir l'établissement dès que c'est sûr, en espérant que l'Irlande puisse ainsi tourner la page de ce traumatisme national et en tirer des leçons pour l'avenir. En raison du dépassement de budget, je donne à l'hôpital un maigre 3 sur 10. Comme il est encore en construction, il a ce score, mais pas plus. Donc en 2024, nous vous parlions du projet en plein développement de Lockheed Martin et de la NASA pour concrétiser pleinement la mission du X-59, et c'était en quelque sorte pour recréer le Concorde. Je veux dire, pas vraiment, mais c'est très similaire, non ? Leur projet était de concevoir un avion supersonique pouvant survoler les terres sans bang sonique, mais avec un bruit sourd plus doux. À la place, il s'agirait plutôt de rester autour de 75 décibels perçus, contre plus de 100 que peuvent produire les avions supersoniques traditionnels. C'est un appareil à l'apparence totalement étrange, comme vous vous en souvenez peut-être de cette vidéo, car toute sa conception est spécifiquement pensée pour atténuer les ondes de choc. Son nez extrêmement long, ses ailes fines et tous ses autres petits volets et capteurs ésotériques sont là pour remplir l'une de deux fonctions. Premièrement, réduire le bang supersonique. Deuxièmement, enregistrer des données liées à la première fonction. Le concept est assez simple. Si on crée des avions supersoniques peu perturbants pour les gens au sol, cela permettrait de développer de nombreuses innovations pour rendre la société plus efficace. Imaginez le transport de marchandises, de courriers ou de passagers en mode supersonique.
C'est le genre de moment décisif qui pourrait révolutionner la façon dont les choses se déplacent et rendre le monde encore plus petit pour la personne moyenne. Voler à Mach 1,4, soit 1487 km/h comme le permettraient les avions inspirés du X-59, pourrait réduire de moitié le temps de vol des passagers dans des conditions favorables. Londres-New York pourrait se faire en seulement 3h30, bien plus rapide que les trajets intercontinentaux habituels. Le but est que la NASA pousse les régulateurs à autoriser le grondement supersonique atténué, alors que l'ancien boom sonique, lui, ne passerait pas. Jeu de mots volontaire. Une fois toutes les données collectées et les réponses enregistrées par la NASA, le régulateur pourra décider de la sécurité de cette idée pour le public américain. Si les autorités jugent le bang sonique acceptable, alors c'est parti non. Le X-59 est en quelque sorte le fer de lance pour reconsidérer l'interdiction des vols civils supersoniques au-dessus des terres, ce qui est ironique vu sa forme. Allons-nous entendre des bangs soniques partout aux États-Unis lors des vols d'essai de 2026, reliant la Californie à New York bien plus rapidement ? Non, pas vraiment. Les progrès vers les prochaines étapes sont lents. Mais la NASA et Lockheed Martin tentent de repousser les lois de la physique, donc on peut leur laisser un peu de temps. À la mi-2026, il n'y a pas encore eu de premier vol d'essai public. Mais ne désespérez pas, cela va sûrement arriver, puisque le programme en est aux essais au sol et à la préparation du premier vol. Les dernières mises à jour portent surtout sur des aspects procéduraux et administratifs, moins sur le vol ou les figures impressionnantes. Par exemple, fin 2024, la NASA a annoncé que l'avion avait été autorisé à voler plus vite lors de ses futurs essais, ce qui peut sembler anodin jusqu'à ce qu'on réalise que l'objectif principal est justement d'atteindre les bonnes vitesses pour tester le bang sonique, n'est-ce pas ? Cela fera gagner du temps lors des augmentations progressives pendant la phase de test. Il y a énormément de ces petits jalons, et faire tout ce qui est possible pour en réduire le nombre sera sans aucun doute utile. Ce n'est simplement pas très excitant pour le moment. Une autre mise à jour est arrivée en 2025 lorsque la NASA a confirmé que le X-59 allait officiellement commencer ses essais de roulage. On sait donc que les roues fonctionnent et que le moteur peut faire avancer l'avion, au lieu de rester coincé dans un hangar comme le Calporte le plus cher du monde. Pour vous ou moi, le simple fait qu'il puisse littéralement bouger pourrait suffire comme excuse pour déjà le faire voler, mais la NASA et Lockheed Martin doivent respecter ces agaçantes règles de santé et de sécurité avec des avions vraiment expérimentaux. C'est décevant, on le sait. La FAA américaine a également annoncé la route de vol contestée pour le X-59 en octobre 2025, donc il se rapproche des cieux à chaque instant, et pas à la manière des hôpitaux irlandais où tout est sans cesse repoussé d'une année. Ça arrive. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous voyions réellement ce dont il est capable. Il suffit juste que tout soit en place pour que les vols d'essai puissent être réalisés. D'une certaine manière, le plus difficile est déjà fait. Nous n'avons plus qu'à attendre de voir quand le vol d'essai aura lieu et que les données commenceront à être enregistrées. Après cela, on entre dans le domaine politique. Donc Dieu seul sait combien de temps ce processus d'approbation va prendre, car tout un autre groupe d'intérêts particulier doit aussi donner son feu vert de son côté. Voilà où nous en sommes. Le projet pourrait réussir ou échouer pour tellement de raisons, que ce soit les données recueillies pendant les tests, des problèmes d'ingénierie, l'opinion publique sur le terrain, la pression politique, le coût ou l'inquiétude des actionnaires. Inspire profondément. Espérons que le projet réussira et qu'un jour, si les prix le permettent, nous pourrons livrer des pizzas à l'international. Peut-être. Nous méritons tous un monde où la livraison de pizzas internationales existe. Oui, c'est vrai. Ce projet est sans doute celui qui transformera le plus la vie de la personne moyenne s'il aboutit. 8 sur 10. Projet Quarter Horse. Ici, il s'agit plutôt d'aéronefs très rapides, une saveur différente parmi les méga-projets aéronautiques. Nous visons au-delà du supersonique vers l'hypersonique. Quarter Horse est le nom du projet d'Hermes visant à atteindre des vitesses Mach élevées de manière pratique avec des avions, grâce à ce que beaucoup appellent une approche d'itération rapide. Pour Hermes, cela semble signifier la création de démonstrateurs de plus en plus risqués, progressant vers des avions hypersoniques, plutôt que d'atteindre leur objectif en un seul grand saut, sauf en ce qui concerne les coûts liés à la construction constante de nouvelles itérations pour les connaissances pratiques que cela apporte sur le long terme. Les vitesses supersoniques vont de Mach 1,2 à Mach 5. Au-delà, c'est hypersonique. Aucun avion piloté à propulsion atmosphérique n'a atteint ces vitesses. Le plus rapide était le SR-71 Blackbird, qui pouvait atteindre environ Mach 3,3 à haute altitude. Le X-43A de la NASA a atteint Mach 9,6, mais il était sans pilote. Le X-15 des années 60 était piloté, mais propulsé par une fusée, non un moteur à air. Hermes veut enfin franchir cette étape dans l'aviation, mais pas seulement pour l'humanité. Le développement d'avions hypersoniques changerait la donne pour toute armée capable de les développer en premier.
Les avions hypersoniques rendraient pour la plupart des systèmes anti-aériens actuels inutiles. Cela permettrait aux armées de déployer rapidement des forces et de frapper des cibles hautement défendues, puis de se retirer avant même que vous ayez le temps de dire « menace à la sécurité nationale ». Imaginez des avions capables de traverser la moitié du globe en moins d'1 heure, puis d'être déployés pour aider des alliés partout dans le monde. C'est un atout géopolitique majeur qui pourrait aller jusqu'à devenir une petite révolution dans les affaires militaires. C'est l'expression utilisée pour désigner une avancée technologique suffisamment importante pour changer notre manière de faire la guerre. Un bon exemple serait les drones en Ukraine. Alors, où en est le plan de domination mondiale de Hermeus depuis notre dernière vérification ? Eh bien, la mise à jour ici est vraiment claire et nette. Un avion de Hermeus a volé à vitesse supersonique. Pas hypersonique, attention, mais c'est clairement un début. En mai 2025, Hermeus a effectué des essais en vol de l'appareil appelé Quarter Horse Mark I à la base aérienne d'Edwards en Californie. Ensuite, le plus grand Quarter Horse Mark 2.1 d'une taille comparable à celle d'un F-16 et propulsé par un Pratt & Whitney F-Cent, tout comme le chasseur, a réussi à atteindre Mach 1,21 en mai 2026. Et cela est significatif parce que, quoi qu'il en soit, cela démontre une preuve de concept et de réel progrès. C'est pour essayer de dire que si c'est à peu près de la taille d'un F-16, utilise les mêmes moteurs qu'un F-16 et peut aller en supersonique comme un F-16, alors ce n'est pas vraiment si impressionnant que ça. Un F-16 en vol peut atteindre Mach 2,2. Alors qu'est-ce qui rend Quarter Horse si spécial ? On dirait beaucoup un F-16. Le Quarter Horse n'est pas un F-16 mais un nouveau projet aux objectifs distincts. Développer quelque chose qui peut atteindre des performances similaires à l'un des avions de chasse les plus rapides jamais construits ne pourrait guère être considéré comme un échec dans l'ensemble. Mais s'il s'arrête là, alors peut-être que ça le serait. Mais il ne semble y avoir aucune indication que Hermeus veuille se reposer sur ses lauriers, puisqu'il construit déjà le Mark 2.2 et que le Mark 2.3 est également en préparation. Le fondateur et président de Hermeus, Agi Pipikar, a déclaré, je cite, « Ce vol démontre une rapidité d'exécution extrêmement rare dans l'aviation moderne. » Et il a raison. Si vous visez l'hypersonique, atteindre le supersonique aussi vite est impressionnant. Prenez-en de la graine l'hôpital pour enfants irlandais. Le gouvernement américain apprécie également ce qu'il voit, et les milieux de la défense manifestent clairement de l'intérêt pour le projet. En mai 2026, Hermeus a annoncé que son contrat avec l'unité d'innovation de la défense américaine avait été modifié pour porter le plafond du contrat à 219 millions de dollars. L'objectif du contrat est de démontrer des largages de charges utiles à grande vitesse ainsi que des vols à haute vitesse Mach à l'US Air Force et à la Navy. Cela signifie que l'industrie de la défense américaine voit clairement où cela mène et elle essaie activement d'accélérer son développement pour y parvenir encore plus rapidement. Hermeus a annoncé en mai l'embauche d'un nouveau PDG. Pip Pika, fondateur, deviendra président du conseil après avoir levé plus d'1 demi-milliard de dollars en capital privé. L'argent commence maintenant à affluer à grande échelle, et si l'on en juge par le développement rapide de Hermeus, bientôt les dominos continueront de tomber. Ce qui en fait un investissement aussi populaire, c'est qu'il n'est vraiment pas si difficile d'imaginer Hermeus réussir. Le SR-71 Blackbird, le F-16 et son moteur F-100 d'origine ont été développés durant la guerre froide. D'autres réalisations similaires ont aussi été accomplies. Il n'y a aucune raison de penser qu'avec un peu de R et D, d'argent, d'applications, de progrès technologiques et de temps, le vol hypersonique habité à propulsion atmosphérique ne sera pas tout à fait possible à réaliser. Et c'est probablement le moment où il faut freiner un peu et faire preuve de prudence. Développer de nouveaux moteurs capables de maintenir des vitesses hypersoniques constantes prendra du temps. Nous ne sommes pas sur le point d'avoir des avions de chasse hypersoniques et l'architecture nécessaire pour développer quelque chose capable d'atteindre 1 mile par seconde prendra du temps à mûrir et à devenir plus efficace, comme toute technologie. Et je dois dire 1 mile par seconde ? Bon sang. En résumé, nous vivons des avancées majeures qui pourraient concrétiser un jour le rêve hypersonique tant attendu. Et même si nous ne sommes pas encore à la phase finale, cela commence peut-être à apparaître à l'horizon et c'est vraiment excitant. L'étape suivante pour Hermeus semble simple, mais est bien plus complexe. Aller plus vite, on leur met 9 sur 10. Excellent travail des équipes rapides. Continuez à accélérer s'il vous plaît. Tourism Spatial. En 2024 sur Megaproject, une de nos vidéos traitait du tourisme spatial commercial. À l'époque, le tourisme spatial était une nouveauté réservée aux riches, qu'ils pouvaient espérer vivre avant de mourir s'ils avaient assez d'argent à cramer, littéralement, dans le carburant nécessaire pour y aller. Alors, est-ce que c'est toujours comme ça ? Et oui, évidemment. Voyez-vous quelqu'un de votre tranche d'impôt aller dans l'espace ? Probablement pas. Mais au lieu de rester comme avant, l'industrie du tourisme spatial commence à mûrir au point que différents modèles économiques commencent à émerger.
empruntant des voies nettement différentes. La première est l'expérience spatiale que vous connaissez sûrement, le vol suborbital. Vous payez une somme exorbitante, généralement de plusieurs centaines de milliers de dollars, pour aller juste au-dessus de la frontière officielle de l'espace, connue sous le nom de Lagnes de Kármán, à environ 100 km d'altitude. Là-bas, vous passez quelques minutes en apesanteur totale, vous voyez la Terre, puis vous redescendez. Au total, tout cela dure environ 10 à 15 minutes. C'est une expérience amusante, mais ça s'arrête là. L'autre type de mission est orbitale. Vous allez parfois à la Station spatiale internationale, orbiter la Terre quelques jours, puis revenez. Cela fait paraître le petit aller-retour dérisoire en comparaison, même si les billets coûtent des dizaines de millions de dollars chacun. Aller dans l'espace est vraiment très cher, allez comprendre. C'est pour les ultra-riches, les astronautes privés, les missions scientifiques sponsorisées et les puristes de l'espace qui refusent une expérience au rabais comme du surimi. De nombreux acteurs sont impliqués ici. Ont-ils progressé depuis 2024 ? Cela dépend du service que vous voulez offrir. Le tourisme spatial, bien que coûteux, est sans doute l'activité la plus saine aujourd'hui. Blue Origin incarne ce changement mené par Jeff, l'un des hommes les plus riches au monde. Beau travail. La société de Jeff Bezos a annoncé début 2026 que les travaux sur leur nouveau projet Shepard seraient suspendus pendant au moins 2 ans. New Shepard était dédié aux vols suborbitaux, mais plus de ressources vont maintenant vers les missions lunaires habitées. New Shepard avait déjà effectué 38 vols, transportant environ 98 personnes et plus de 200 charges utiles de recherche. Cela suffit à faire réfléchir de nombreux observateurs du secteur. Le véhicule touristique le plus utilisé sur le marché s'est essentiellement retiré du secteur. Virgin Galactic, quant à elle, est plutôt en attente. La mise à jour 2026 de l'entreprise annonçait que le premier nouveau vaisseau spatial entrait en phase de test au sol. Les essais en vol sont prévus au 3e trimestre 2026, et si tout va bien, les vols spatiaux commerciaux auront lieu au 4e trimestre 2026. La vente des sièges a repris à 750 000 $. La prochaine génération de vaisseaux Virgin devrait voler 2 fois par semaine et réaliser environ 500 missions chacun. Mais si Richard Branson devient le seul nom en ville pour ceux qui veulent simplement un selfie avec la planète entière, alors l'entreprise se portera parfaitement bien. Le secteur orbital connaît actuellement un véritable essor. Des entreprises go-price comme SpaceX et Axiom vendent désormais des missions spatiales privées inédites de plusieurs jours, commercialisées auprès d'entreprises de pays ou d'ultra-riches, c'est-à-dire ceux prêts à payer une fortune. Des entreprises complexes comme SpaceX, dirigées par Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, possèdent l'infrastructure pour lancer de vraies émissions habitées au-delà des vols de plaisance. Soyons honnêtes, si vous êtes vraiment milliardaire, vous ne ferez pas comme Katy Perry. Vous voulez visiter l'intérieur de la Station spatiale internationale, non ? La NASA travaille en étroite collaboration avec des entreprises comme SpaceX et Axiom sur des missions telles que AX-5 qui pourraient avoir lieu dès janvier 2027. D'autres projets, comme le projet de tourisme circumlunaire Dear Moon, ont été annulés en 2024. Donc il reste un certain risque pour les organisations qui n'arrivent pas à équilibrer le battage médiatique et le flux de trésorerie nécessaires à de telles opérations logistiques d'envergure. La légère restructuration de Blue Origin en témoigne aussi. La lutte pour devenir le premier à remporter le monopole spatial est bel et bien lancée, mais il semble que cela prenne plutôt une voie à double trajectoire pour y parvenir. Un marché de l'expérience consommateur suborbital plus lent et un marché des astronautes privés en orbite bien plus sérieux qui ressemble davantage à des vols spatiaux commerciaux d'expédition qu'au tourisme au sens traditionnel du terme. Le second rapportera sans doute plus à court et moyen terme, tandis que les autres devront attendre longtemps avant que l'expérience de base soit abordable. Actuellement, les vols spatiaux de loisirs longue distance relèvent surtout du marketing, les étoiles restant inaccessibles. Nous donnons une note de 7 sur 10 au tourisme spatial. Les progrès de l'opération « Les milliardaires ont trop d'argent » continuent. Merci d'avoir regardé.